Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de vapeur d'eau dans le cadre du cours de PEB. J'espère que vous m'entendez correctement. Si vous prêtez l'oreille, j'ai essayé de le filtrer au maximum avec les filtres actifs, mais on entend quand même légèrement. C'est l'impression actuellement d'un masque. Je me suis lancé dans l'impression de quelques masques pour des personnes à santé fragile, dont mon père fait partie et pour lequel il faut faire relativement attention. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer d'ailleurs ce qu'il en est grâce à la deuxième, à l'autre caméra, à cette caméra-ci, qui est montée simplement sur un petit support comme celui-ci, un petit support à 15 euros que j'ai acheté sur Amazon. Alors, je vais vous montrer le simple GSM, le GSM en lui-même est c'est un vieux Wico à 100 euros qui va avoir au moins 15 ans. J'espère que vous voyez bien. Donc voici l'impression 3D du masque qui a commencé. Je vous ferai une petite photo du système en lui-même quand ce sera terminé. Voilà. Donc, pour cette vidéo, je vous encourage vivement, une fois de plus, à la regarder en plusieurs fois, à moins d'avoir pris de la caféine, à ne plus savoir qu'en faire, parce que ce sont des vidéos relativement denses qui prennent plus d'une heure à chaque fois. Euh, donc bon courage, santé à vous si vous prenez l'apéro, ou le pouce café, comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne écoute de cette vidéo, une bonne visualisation de cette vidéo. Si vous avez le moindre question, comme d'habitude, l'adresse mail, vous la connaissez. Elle apparaît ici en dessous. Ciao. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons traiter ici donc du chapitre concernant les transferts de vapeur. Alors, qu'en est-il? La première des choses, c'est qu'on va parler du diagramme psychrométrique. Psychrométrique, c'est assez compliqué à dire, plus facile à écrire qu'à dire d'ailleurs, qui, comme chacun sait, vient du grec psychros, hein, donc le froid ou le vent. En fait, ce diagramme vous permet de quoi? De déterminer le, euh, la vapeur gaz, ou le mélange gaz-vapeur dans un milieu fermé. Alors, sous-entendu, ici, la psychrométrie sera plutôt liée à hygrométrie, puisqu'il s'agit d'un mélange gaz-vapeur, le gaz étant de l'air et la vapeur étant de l'eau. Alors, ce diagramme nous montre quoi? Nous montre que en fait, on a plusieurs valeurs. Vous voyez ici les 100%, vous voyez les 10%. C'est quoi? C'est l'humidité relative de l'air. Ok. Vous avez également ici la valeur absolue de l'eau, donc autrement dit le nombre de grammes d'eau que vous avez dans un kilo d'air. Comme j'ai déjà dit, un kilo d'air vaut à peu près un mètre cube, un mètre cube 25. Et ici, vous avez toute une série de courbes de température qui sont liées à ces valeurs d'humidité relative et d'humidité absolue. Alors, qu'est-ce que vous avez d'important? Donc, la courbe de saturation, c'est quoi? C'est la courbe des 100% ici. Ça veut dire que, à cette courbe-là, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir une humidité qui sera, donc une vapeur qui va condenser. Donc, c'est là que vous allez avoir ce qu'on appelle donc le poids de rosée. C'est c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a trop de vapeur dans l'air, et alors elle se transforme en eau, elle devient liquide. Vous avez donc l'humidité absolue qui est le nombre de grammes d'eau que vous avez par kilo d'air, et l'humidité relative qui est l'humidité que l'on rencontre dans ce volume d'air par rapport à l'humidité que l'on rencontre, à l'humidité maximale que l'on peut avoir avant d'avoir ce fameux poids de rosée. Et alors, température sèche, température de l'air lue sur un thermomètre, placé dans un courant d'air à l'abri de tout rayonnement. Donc, autrement dit, là, on considère que c'est une température où l'humidité n'intervient pas.
Alors, ici, donc en abscisse, vous avez la température et en ordonnée, vous avez donc la teneur en eau. Donc, si on prend 3 points dans le diagramme psychrométrique, je pense que à la 14e fois, je saurais le dire correctement. Vous avez quoi? Vous avez le point A, donc qui est le point ici, qui se trouve au milieu de votre diagramme. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a, pour une température d'air de 20 degrés, humidité relative de 50%, on a une teneur en eau de l'ordre de 7,2 grammes par kilo. Donc par mètre cube d'air, par mètre cube d'air, vous avez 7 grammes de. Comment est-ce que vous savez voir ça? C'est sur ce point-là, 20 degrés, vous êtes sous la courbe des 50%, vous regardez en horizontal, vous avez entre 5 et 10, et effectivement, si vous regardez de manière plus approfondie, vous verrez vous verrez que vous avez ici votre point qui se trouve à 7,2. Prenons le point B maintenant. Là, on va considérer que l'air est saturé. Donc ça veut dire que si on amène plus de vapeur d'eau, elle va directement condenser. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que pour un air saturé à 100% à 12 degrés, on a 9 grammes d'eau par kilo d'air, donc par, sous-entendu, 1,25 m. Donc autrement dit, à la température de 12 degrés, au-dessus de 9 grammes d'eau par kilo, vous allez condenser. Le point C, c'est si la température de l'air est montée à 39 degrés, que l'on est à une humidité relative de 50%, donc on est toujours sur cette fameuse courbe des 50%, vous voyez, hein, ici. Eh bien, cette courbe des 50%, elle nous donne une valeur de l'ordre de 22 grammes par kilo à 50%. Donc, autrement dit, plus l'air extérieur ou l'air intérieur va être chaud, plus votre air va accepter une quantité importante d'eau par mètre cube. Donc, dans une pièce chaude et humide, votre douche, là où il fait 25 degrés, vous sortez de votre douche, la température dans votre douche est de l'ordre de 25 degrés. Vous allez peut-être avoir une humidité relative qui vous paraîtra importante, qui va être de l'ordre peut-être de 60%. Eh bien, vous aurez 20 grammes d'eau par kilo d'air. Alors, d'un point de vue transfert de chaleur, qu'est-ce que vous avez vu l'année passée? C'est que le transfert de chaleur, c'est toujours d'un point chaud à un point froid. Toujours. Deuxième principe de la thermodynamique. Donc cela dépend de la différence de température entre les deux faces. Vous avez donc, vous allez voir la température de surface intérieure, la température de surface extérieure, et vous allez voir un gradient, donc une droite qui correspond à la chute de température entre le point intérieur et le point extérieur. Elle dépend de la résistance thermique et de la valeur lambda. Ok? Si maintenant on fait le pendant avec la vapeur d'eau, qu'est-ce que vous allez avoir? Ce sera un système qui dépend de la différence de pression de vapeur entre les deux faces, entre l'intérieur et l'extérieur, sous-entendu, si on considère que la haute pression sera le chaud et la basse pression sera le froid. Donc, elle dépend, évidemment, ce transfert donc, va dépendre de la diffusion de vapeur à travers les matériaux qui le constituent. Ok? Donc, vous allez avoir deux facteurs. Donc, le pendant des deux facteurs que vous avez, qui sont le lambda et le R. Donc, le lambda, hein, comme vous l'avez vu, la conductivité thermique, donc qui dépend du matériau, et le R qui lui dépend du lambda et de l'épaisseur de ce matériau. Eh bien, le pendant, ce sera le mu qui est le facteur de diffusion de vapeur d'eau, alors que le SD,
se mue en fonction de l'épaisseur de ce matériau. Ok. Donc, si on résume, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir que, tout comme la chaleur qui se déplace dans les zones de température plus élevées vers les zones de température les plus basses, la vapeur d'eau se déplace des zones à forte concentration vapeur vers les zones à faible concentration vapeur. L'exemple le plus frappant évidemment, c'est votre casserole d'eau dans laquelle vous faites cuire vos pâtes. Vous avez votre couvercle dessus. Elle est, lorsque vous ouvrez cette casserole, ben, la vapeur, l'excédent de vapeur qui se trouve au niveau dans le milieu fermé va aller vers le milieu dans lequel il y a une pression de vapeur moindre ou une concentration de vapeur moindre. Et c'est pour ça que, et je parle par expérience, tous ceux qui portent des lunettes ne voient plus rien à ce moment-là. Donc on parle alors de diffusion de vapeur. Quand on considère un bâtiment, il existe toujours une différence de pression de vapeur entre l'intérieur et l'extérieur. Bah oui. À l'intérieur, on exerce des activités diverses qui produisent de l'humidité. Production de vapeur, par les occupants, par les plantes, de la lessive, la cuisson, le nettoyage. Tout ça augmente la quantité de vapeur contenue dans l'air par rapport toujours à l'extérieur. En hiver, la pression partielle de vapeur intérieure est supérieure à celle qui correspond au climat extérieur. Donc effectivement, quand il fait 0 degré, ben, on a une tendance à avoir une humidité relative très très faible, voire proche de zéro. La diffusion crée alors dans ce cas un flux de vapeur qui va à travers la paroi de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, le mu, ordre de grandeur, pour l'air, c'est E. Donc c'est un référentiel E. C'est l'air qui donne la référence. Si on prend les métaux, le basalte, les granites, le marbre, etc., lui par contre, c'est infini. Donc ça veut dire que vous pouvez laisser un marbre rempli d'eau, le marbre ou en paroi de vapeur, vous allez avoir, pardon, vous allez avoir votre marbre qui ne laissera passer aucune vapeur et aucune humidité. L'exemple le plus simple, évidemment, ce sont les vasques de type fontaine, comme la fontaine de Trévi en marbre, justement, qui ne laissent justement pas passer cette humidité-là. Les enduits en plâtre, eux, c'est de l'ordre de 6 à 10. Donc tout ce qui est plâtre, plafonnage, etc., c'est 6 à 10. Sous-entendu, la facilité, la quantité de vapeur qui va passer à travers 1 mètre d'eau pour avoir la même facilité de faire passer cette vapeur, il faudra 6 à 10 mètres de plâtre. Ok. On va résumer, on va aller plus proche d'un exemple marquant. Si on prend 1 centimètre d'air, ce sera équivalent à 6 centimètres de plâtre quant à cette facilité de laisser passer l'humidité. La laine minérale, elle est entre les deux, elle est de l'ordre de 1 à 2. Les bois sont en général de l'ordre d'une quarantaine de points. Alors, maintenant, plus le mu va être élevé, plus la résistance va être grande pour laisser passer cette humidité, cette vapeur. Une valeur inférieure à 10 correspond à une bonne diffusion de vapeur. Donc quand on a un élément qui vaut de l'ordre de 10, ça laisse facilement passer la vapeur. En règle générale, on considère, hormis l'air évidemment, que les matériaux les plus perméants, donc qui laissent plus facilement passer la vapeur d'eau, sont le bois, la laine de bois, les laines minérales et animales, donc laine de roche et autres, les terres cuites, la chaux et le plâtre. Alors maintenant, si on prend la résistance de diffusion à la vapeur, donc ce fameux SD, c'est quoi? C'est le mu, donc le facteur de diffusion de la vapeur, hein, donc, qui est propre au matériau, fois l'épaisseur de ce matériau.
Pour que la vapeur d'eau puisse migrer à travers une paroi, il faut que la valeur SD du matériau qui se trouve à l'intérieur du bâtiment soit plus élevée en général. On s'accorde sur un facteur de 5, de l'ordre de 5, que la valeur SD du dernier matériau qui constitue la façade. Donc, il faut avoir un élément qui soit beaucoup plus perméant à la vapeur, à la sortie qu'à l'entrée. Il faut en outre qu'aucun des matériaux qui constituent la façade n'ait une valeur SD plus élevée que la valeur SD du premier matériau. Donc autrement dit, les valeurs SD de matériaux en matériaux doivent diminuer au fur et à mesure que l'on avance dans la paroi depuis la partie la plus humide vers la partie la moins humide. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la dia suivante? C'est à peu près ce que je viens d'expliquer, si ce n'est une chose, c'est qu'il faut faire attention à un paramètre, c'est le poids de rosée. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le poids de rosée, c'est par rapport à une humidité relative spécifique, donc de 100%, on voit les températures à laquelle on peut arriver à ces poids de condensation. Donc, ça nous donne la valeur maximale d'humidité que l'on peut avoir dans l'air avant d'avoir une condensation. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que donc, ce différentiel de pression de vapeur engendre une migration de vapeur par diffusion vers l'extérieur. Au fur et à mesure qu'elle traverse les différents matériaux constituant l'enveloppe, la vapeur se rapproche de l'extérieur et se refroidit progressivement, forcément. Plus, si il est vrai qu'on a notre gradient de température, ben, si ici on est à 20 degrés, ici on est à 0, ben, vous allez avoir forcément une chute un peu plus importante ici qu'ici, normalement, puisque c'est la laine, la partie isolante se trouve ici. Eh bien, il faut surtout ne pas avoir le poids de condensation, le poids de rosée, qui se trouve à l'intérieur des matériaux. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'humidité, vu que vous avez un poids de rosée, ça veut dire que vous allez avoir cette vapeur qui va se transformer en eau. Cette eau va être stockée, et plus évidemment le matériau est poreux, plus l'humidité va être stockée dans ce matériau. Et le problème, c'est qu'un matériau qui reste humide de manière permanente, il va y avoir des conséquences sur la durabilité donc et sur la performance. Donc, autrement dit, le matériau n'aura plus les capacités de solidité et surtout il va se dégrader avec le temps. Si oui, il y a un paramètre important quand même qui est intéressant, c'est si on prend une paroi qui est constituée d'un seul matériau, on considère qu'il n'y a pas de risque de condensation interne. Ok. Alors, ici, on reprend le petit tableau des valeurs dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, 1 pour l'air, le béton de 37 à 200, la laine minérale de 1 à 2, et le polyuréthane de 23 à 185. Ça, c'était pas vraiment du type de panneau et du type de projection que vous allez utiliser. Euh, Sinon, rien d'autre, c'est plus informatif cette partie. Alors, pour l'évaluation des risques de condensation interne, il y a deux méthodes. La première qu'on va voir, c'est la méthode de Glaser. Elle est assez simple. Elle est même très simple. Euh, le problème, donc les principales limites de cette méthode sont d'être exclusivement statique et de ne pas considérer les transferts, donc absorption et redistribution. Donc, autrement dit, on considère ici que le calcul est statique, donc que la température de l'humidité et l'humidité de part et d'autre de la paroi sont fixes. Okay, elles sont constantes dans le temps. C'est une hypothèse évidemment un peu trop simplificatrice, puisque on n'a jamais le même taux d'humidité dans la maison, et à l'extérieur, on n'a jamais la même température, le même taux d'humidité. C'est un peu simpliste. Mais ça permet quand même déjà d'avoir une bonne idée de ce qui va se passer dans un matériau dans des conditions spécifiques de l'air. En fait, elle ne prend pas compte, elle ne prend donc pas en compte les effets de la pluie, du soleil, du vent, qui évidemment amènent et font modifier
l'air et les qualités de l'air et la qualité du matériau, évidemment. Hein. Parce qu'une brique humide, si même ça condense dans une brique humide à 1 cm de la sortie de votre brique, ben, qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois qu'il va y avoir du soleil? Ben, cette brique, elle va sécher, il ne faut pas se leurrer. Alors, les données requises pour cette méthode sont assez simples, puisqu'on vous demande quoi? On vous demande de connaître l'épaisseur des matériaux, en général, c'est pas trop compliqué à savoir, les valeurs des lambda et des mu, donc la valeur qualitative du produit. Donc là, c'est des valeurs qu'on sait assez facilement retrouver. Et d'ailleurs, on nous parle ici d'un fichier Excel. Je vais juste vous montrer à quoi il ressemble. On n'aura pas le temps, évidemment, d'aller plus loin dans l'utilisation de ce produit. Mais je vous mettrai en dessous de la vidéo les raccourcis du fichier Excel et du chapitre sur le site energieplus.be dans lequel se trouve ce fichier Excel si vous voulez vous entraîner pour plus tard. Alors, les résultats sont assez simples à comprendre. Le résultat qu'on va vous donner, ce sera oui ou non. Le but étant de ne pas de ne pas dépasser une certaine valeur d'humidité par rapport à l'humidité relative de 100%. Par contre, l'inconvénient, vu que tout est simple et tout est pris sur des bases un peu euh, oui, c'est peut-être qu'à le dire simple, c'est un peu trop sécuritaire. Donc ça veut dire que si on tient compte uniquement de cette méthode, la plupart des configurations de parois doivent être rejetées parce que y a un risque d'après la méthode de Glaser. Mais dans l'absolu, vous constaterez qu'en fait, il n'y a pas de risque. Ça, là, ça sera par la méthode qu'on va voir juste après. Alors, si on prend le résultat que la méthode de Glaser va nous donner, donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on va tracer euh, dans la paroi deux courbes, la courbe de pression de vapeur, donc que l'on va rencontrer entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'extérieur et l'intérieur, et la courbe de pression de vapeur saturant, donc la limite au-delà duquel on va avoir de la vapeur qui va se transformer en eau. La paroi doit être rejetée si la courbe de pression de vapeur croise la courbe de pression de saturation. Et ici, c'est le cas. Vous voyez que vous avez votre pression de vapeur saturante, elle va chuter fortement au niveau de votre élément isolant, puis un peu moins au niveau de notre mur de briques, et puis à l'extérieur, bah, elle sera quasiment constante. Pour la pression de vapeur que l'on va avoir, on va constater que au niveau de notre isolant, ben, elle sera plus ou moins stable, et puis elle va fortement chuter dans le mur. Pourquoi? Parce que vous avez évidemment ce sera lié évidemment à votre gradient de température également, hein, puisque c'est dans la paroi, ça va être la paroi froide. Là, qu'est-ce qu'on constate? Puisqu'elle la dépasse, à un moment donné, la pression de vapeur, ben, on, on doit donc mettre de côté cette paroi. Elle ne serait en théorie pas bonne par rapport à ce qui a été par rapport à la méthode de Glaser. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc le fichier que vous allez recevoir, hein, que vous allez pouvoir télécharger, vous verrez que en fait il y a deux feuilles. Une feuille reprenant, je vais un petit peu zoomer, une feuille reprenant tous les composants standards de la construction, dans lequel vous allez retrouver vos lambda, vous allez retrouver vos R, et vous allez, les R standards, et vous allez retrouver vos U, les U moyens du composant que l'on va avoir. Si on revient sur l'autre méthode de Glaser, on voit ici qu'on peut intégrer les R des deux parois. On peut intégrer la température des deux côtés des parois, hein, intérieur-extérieur, l'humidité relative de chaque côté. On sait introduire ici, donc changer les éléments constitutifs. Par exemple, ici, bah, vide ventilé, on peut mettre d'autres choses. Et alors, si vous avez ici
les valeurs, ben, la valeur d'épaisseur que vous allez mettre, supposons que vous ayez un vide ventilé de 6 cm, on peut mettre un vide ventilé de 6 cm. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici que vous avez conditions de condensation. Vous allez avoir quoi? Des risques de condensation, oui, dans le vide ventilé, ça à la limite, on s'en fout. Et la brique, il y aura condensation dans la brique. Alors maintenant, la méthode de Glaser va vous dire, stop, vous ne pouvez pas, dans ces conditions, utiliser cette paroi-là. Par la pratique, vous saurez que, en fait, comme ces conditions seront rencontrées euh, à certains moments, à d'autres moments, qu'est-ce que vous allez avoir? Le soleil qui va taper sur cette brique, le vent qui va taper sur cette brique, et elle va avoir tendance, quoi qu'il arrive, à sécher. Okay, et vous constatez qu'effectivement, vous avez donc, on commence par l'enduit, ici, le bloc creux, la laine minérale, le vide ventilé et la brique. On va augmenter la valeur du vide ventilé, on va le doubler, et vous allez voir, je vais un petit peu dézoomer, vous allez voir qu'en fait, cette partie-ci va augmenter. Donc si je prends point 0.12, je vais doubler la valeur du vide ventilé, ce qui est aberrant évidemment, on n'aura jamais un vide ventilé de cette taille-là. Vous voyez, il a grandi. Mais on continue à avoir une condensation au sein du composant. Alors si maintenant on le diminue, on condense toujours là-dedans. Donc dans tous les cas, ici, pour ces conditions-là, on va avoir un problème d'humidité. Alors ici, 50% d'humidité à 0 degré, je peux vous dire que ça n'existe pas, ou très peu. On va mettre, je sais pas moi, 10% par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous voyez que vous condensez toujours dans les deux cas, mais beaucoup plus faiblement, parce qu'il s'agit donc de la courbe bleue et la courbe verte. Vous voyez qu'on ne peut pas dépasser la courbe verte, mais en fait, on la dépasse que très peu au début de la brique ici. Et notre vide ventilé ici, ben, notre vide étant ventilé, ben, cet air aura tendance, dans la pratique, à faire sécher cette brique-là. Donc cette paroi, même si la méthode de Glaser nous dit que, ben, elle nous donne un a priori sur lequel on va pouvoir, nous, en tant que constructeurs ou en tant que conseillers aux constructeurs, pouvoir déterminer que on ne court pas de risque, ce n'est pas dans notre bloc creux à l'intérieur ou dans notre laine que l'on va condenser. Okay. Supposons, on va essayer de changer les paramètres pour essayer de faire condenser dans la laine minérale. On va mettre, je ne sais pas moi, 5 cm de laine à la place de 20 cm. On ne condense pas dans la laine minérale, mais, on constate que on y est presque. On va diminuer le vide ventilé. 0,1. On n'arrive toujours pas à condenser. Bref, en jouant sur les paramètres, vous allez voir qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez condenser dans la laine. Ça, évidemment, si c'est le cas, là, vous pouvez vous dire que faut pas utiliser cette solution-là. Ce ne sera pas bon. Maintenant, 50%, 50-10, supposons qu'on monte à 80%. Donc, on est dans une douche. Là, qu'est-ce qu'on constate? Ah oui, là, évidemment, on est très proche de condenser dans le... on condense d'abord très fortement dans la brique et on est très proche de condenser dans la laine. Donc on a intérêt à faire attention. Okay, voilà, donc pour cette partie-là, je vous mettrai le résumé, les liens pour ces fichiers-là et la doc à la fin de la vidéo sur le site YouTube. Alors, la deuxième méthode qui est utilisée, c'est une méthode beaucoup plus analytique, qui est beaucoup plus complexe que la méthode de Glaser. Elle peut être, elle tient compte, elle, d'un point de vue analytique, de toute une série de facteurs. Donc la variabilité des apports solaires, donc suivant que votre mur va être nord, sud, est, ouest, l'effet de la pluie battante,
le contre-rayonnement donc de la voûte céleste, donc on tient compte on tient compte de toute une série de paramètres, je vais dire, qui vont très très loin. Cette méthode est très efficace, mais beaucoup plus complexe au niveau encodage. L'encodage est très très long. Elle est faite dans des produits tels que Woofy. Je l'ai installé, je vous le mettrai également le lien, je vais le noter d'ailleurs, le lien pour télécharger une version gratuite de ce produit, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je doute que vous ayez à le faire, à utiliser ce produit, en tout cas à moins que vous ne travailliez dans un bureau d'études qui étudie ce type de problème. Mais il faut savoir que cette méthode est très efficace puisque elle donnera tous les cas de figure en fonction qu'il pleut pas et que le soleil, que vous êtes plein sud ou plein nord. Alors ce programme se présente sous cette forme. La version que j'ai installée est légèrement différente parce que moi ce n'est pas la version payante, j'ai la version gratuite, mais on est assez proche. On voit que l'on tient compte de toute une série de paramètres complémentaires, notamment l'orientation. Donc l'orientation et toute une série de paramètres. Vous verrez vous-même, c'est assez complet. Donc le rendu que vous allez avoir, donc ça c'est le résultat final, va vous donner quoi? Il va vous donner donc la répartition de la température dans la paroi, ok, en fonction de toute une série de facteurs, la répartition de l'humidité relative de la paroi, on va ici, en fonction de toute une série de facteurs, et la répartition de la teneur en eau dans la paroi, ici. Et vous voyez par exemple que dans ce qu'on a étudié, c'est dans, vous avez ici votre vide ventilé, c'est dans la partie extérieure que l'on va avoir le plus d'eau stockée, donc ce n'est pas encore trop grave puisque vous allez pouvoir le sécher grâce au soleil. Okay. Alors ici vous avez les apports par le rayonnement solaire, on voit que on a, on a une valeur en watts par mètre carré, et la plus battante, donc le nombre de millimètres d'eau qui vont tomber sur cette paroi. Donc on va entamer maintenant la dernière partie qui est la partie concernant les freins de vapeur ou les freins à vapeur de la construction. Qu'est-ce que c'est par vapeur ou un frein de vapeur ou un frein à vapeur, pardon. Ce sont des matériaux qui empêchent ou qui limitent la migration de la vapeur d'eau. Donc autrement dit, c'est un matériau qui va nous limiter ou nous empêcher de laisser passer l'humidité. Vous avez ça normalement dans toutes les toitures actuelles. Si vous regardez chez vous, si c'est une maison qui a, je vais dire, entre 20 et 40 ans, normalement, si c'est des tuiles, en dessous, vous devriez trouver ce qu'on appelle par vapeur. Euh, oui, je dis bien par vapeur. Qui est une sous-toiture, en fait. Une sous-toiture. Ça peut être une membrane spécifique, un plafonnage, une feuille métallique, ça peut être pas mal de choses en fait, à frein de vapeur ou à par vapeur. Alors, la différence entre les deux, c'est le petit dessin, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Le par vapeur, c'est quoi? Ce sera le couvercle de votre casserole, donc il ne laisse passer ni l'air ni l'eau. L'ordre de grandeur pour le SD donc, sera supérieur à 10 mètres, donc on ne laisse pas passer l'eau, ni l'humidité, ni l'air. La pose doit être particulièrement soignée, donc là si on veut quelque chose d'efficace, c'est pas interdit, mais il faut que ce soit particulièrement soigné. Il ne faut pas qu'il y ait des endroits où vous avez un léger passage, parce que c'est le meilleur moyen pour avoir à ce moment-là de la vapeur qui passe à travers votre pare-vapeur et qui risque de faire condenser dans votre partie suivante qui sera la couche d'isolant en général. Le frais à vapeur, lui, c'est quoi? C'est l'essuie que vous allez mettre au-dessus de votre casserole. Il va laisser passer l'air et il va freiner au maximum le passage de la vapeur d'eau de façon homogène.
c'est ce que l'on va avoir lorsque vous faites monter du pain ou une pizza, une pâte à pizza dans votre casserole. Vous recouvrez d'un linge humide. Ça va vous permettre à votre pâte de respirer, mais ça permettra d'éviter d'avoir des échanges de vapeur avec l'extérieur, donc d'avoir votre pâte qui risque de s'assécher. Donc elle saura respirer, mais elle ne va pas s'assécher. C'est le même principe pour votre maison, donc, si elle est bien équilibrée. Alors, je vous renverrai dans comment, dans YouTube, je vous donnerai un lien vers des explications plus approfondies, notamment un petit film qui parle des frais vapeur intelligents. Vous allez avoir plusieurs marques qui seront présentées. Ici, c'est la marque Atello qui est très répandue dans nos régions puisqu'elle est importée par un bon liégeois. Là, vous verrez que la vidéo a été faite par eux d'ailleurs. Vous verrez également qu'il y a d'autres marques comme Sika, etc. Bon, ce ne sont que des marques, il n'y a pas de. Je ne suis pas sponsorisé ni par l'un ni par l'autre. C'est simplement parce que ce sont des marques reconnues et qui sont fortement utilisées. J'ai déjà placé à plusieurs reprises des toitures avec de la télo, avec de la fibre de bois. Ça marche excessivement bien, surtout en hiver. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est que certaines membranes sont dites frais à vapeur, elles sont dites intelligentes. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont la capacité de quoi? De laisser passer la vapeur dans un sens comme dans l'autre, mais en fonction de la température relative intérieure ou extérieure. Ce qui veut dire que, en gros, la vapeur va passer des fois dans un sens, des fois dans l'autre. Des fois, elle ne va pas passer dans un sens ou dans l'autre, en fonction des besoins et en fonction de la température. Sous-entendu, ce sera quoi? Ce sera une membrane qui réagira différemment en été et en hiver, puisque ce sont les deux cas de figure extrêmes qui gênent en général le bâtiment. Ce type de membrane, donc, elle permet aux isolants capables de stocker de la vapeur d'eau, comme les fibres naturelles ou la fibre de cellulose. Donc, ces fibres sont capables de stocker une partie en eau et de sécher en fonction et de rejeter cette humidité vers l'extérieur. Donc, concrètement, comment va fonctionner ce frais à vapeur intelligent? Il va fonctionner un petit peu comme les parois Gore-Tex. Vous avez tous déjà entendu parler, je suppose, de ce tissu miracle qui permet, lorsque vous allez à la montagne, vous faites du ski, vous transpirez comme un porc. Pardon, mademoiselle, évidemment, ce ne sera jamais le cas pour vous, mais je veux dire par là que vous transpirez énormément. Si le Gore-Tex, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous permettre d'évacuer cette transpiration sous forme de vapeur et d'humidité vers l'extérieur. Par contre, il va empêcher l'humidité de rentrer dans l'autre sens. C'est un système, si on ramène ça de l'électronique, à un principe de diode. On laisse passer le courant dans un sens, pas dans l'autre. Et bien ces frais à vapeur, eux, vont se comporter comme des diodes. Des fois des diodes dans un sens, des fois dans l'autre, en fonction des besoins. La valeur SD de ces frais à vapeur varie donc en fonction des climats extérieurs et intérieurs. Alors, les valeurs que l'on a, ce sont de nouveau des valeurs en référence à 1 mètre d'épaisseur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le 10 mètres étant considéré comme étant un par vapeur usuel, donc un par vapeur euh, qui empêche toute forme de vapeur de passer. En dessous de 10 mètres, on considère qu'on est plutôt frein de vapeur. Donc on va laisser passer une certaine partie de cette vapeur. Donc typiquement le panneau OSB, on voit qu'il est plutôt frein vapeur, puisque le panneau OSB de 15 mm, qui peut être une structure portante, nous donnera entre 2 et 3,50 m de capacité de résistance à la diffusion de vapeur. Béton armé en 20 cm, on voit qu'on est entre 7,4 et 40. Ça vient de la qualité du béton, des coins, ça vient de pas mal de paramètres. C'est pour ça qu'on a une si grande variable, une si grande valeur variable. Alors, le plafonnage en épaisseur 1 cm, on voit qu'on varie entre 6 cm et 1 mètre
de résistance à la diffusion, donc de SD. Donc le plafonnage est donc excessivement faible. Il laisse très facilement passer la vapeur. Laine minérale 0,22, 0,36, donc là on voit qu'on laisse aisément passer la vapeur aussi, beaucoup moins évidemment que le plafonnage. Et alors la membrane intelligente, ben, elle varie justement là entre 0,25 et 25. Donc ce qui veut dire qu'on est soit en dessous de 10, soit au-dessus de 10, en fonction des conditions climatiques. On va voir le type de paroi à risque, c'est-à-dire les types de parois qui risquent d'avoir de la condensation euh, en son sein, ce qui est à proscrire ou à éviter. Donc le cas typique, c'est le fait d'isoler votre bâtiment par l'intérieur. Ce n'est pas interdit, mais c'est sujet à risque quant à un problème éventuel d'humidité qui, à plus ou moins long terme, vont détériorer votre mur, détériorer votre paroi et en même temps amener des problèmes de santé puisque vous risquez d'avoir des problèmes d'apparition de champignons et autres petites maladies sympathiques. Alors, donc le type d'isolation de façade, ici, donc le cas typique, c'est le paroi de finition, l'isolant et le mur intérieur. Le principe ici, c'est soit le parement, ce sera un crépi par exemple, ici ce serait une brique. Et alors, la fameuse paroi qui pourrait poser problème chez nous, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas interdit, mais c'est à déconseiller, c'est l'isolation par l'intérieur. Mais bon, suivant les configurations que vous allez rencontrer, malheureusement, vous risquez souvent de rencontrer ce cas de figure en matière de rénovation. Donc l'isolation de la structure en elle-même, donc vous avez une structure portante, vous mettez votre isolant dedans, vous mettez votre plaque de finition, J-Proc ou autre, et vous allez voir ce qui va se passer au niveau de l'humidité. Alors, dans cet exemple, on considère en fait que l'isolant a une faible résistance à la diffusion de vapeur, comme une laine minérale par exemple, et donc euh, que la brique a une valeur qui est entre 5 et 30 pour le mu, donc qui est nettement plus élevée, d'où on a un risque de chute beaucoup plus importante de pression de vapeur. Par contre, la valeur lambda de l'isolant est beaucoup plus basse que celle de la brique. Encore heureux, sinon il n'y aurait pas d'intérêt de mettre de l'isolant. Et donc on va avoir une chute de température beaucoup plus importante euh, dans l'isolant. Donc on va avoir quoi? On va avoir une vapeur, donc la vapeur d'eau qui sera euh, créée au sein du bâtiment par les occupants et par le fait de la cuisine, etc. Parce que quand on dit par les occupants, c'est nous, quand on dort, on dégage de la vapeur d'eau. Quand on vit, on dégage de la vapeur d'eau également. Donc cette vapeur doit être évacuée. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que cette vapeur d'eau diffuse des zones à forte concentration vers les zones à faible concentration, donc de l'intérieur vers l'extérieur. C'est toujours l'hiver qui pose problème. La chute de pression va donc dans chacune des couches des matériaux est d'autant plus grande que la résistance à la vapeur des couches sera élevée. Okay. D'autre part, la baisse de température dans les différentes couches de matériaux est d'autant plus grande que la résistance thermique des matériaux est élevée. Donc, plus notre isolant, euh, plus notre isolant est bon, plus grande va être le delta de température entre intérieur et extérieur. Donc, on voit ici. Donc, à chaque température régnant à l'intérieur d'un matériau correspond à une pression de vapeur de saturation. Donc, ce qui veut dire que à chaque, euh, à chaque température, donc pour toutes les températures différentes qu'on peut rencontrer dans l'isolant, on va avoir une saturation qui va être différente. Ça, on l'a vu tout au début avec notre diagramme de Mollier, là, notre diagramme psychrométrique. Vous voyez, 14e fois, je sais le dire. Plus la température sera faible, plus la capacité de notre isolant à
transformer cette vapeur d'eau en eau va être importante, évidemment. La condensation interne se produit ici à un endroit d'une couche de la pression de vapeur réelle devient égale à la pression de saturation. Donc, comme on a vu tout à l'heure, si à un moment donné on dépasse notre pression vapeur de saturation, là, à ce moment-là, on condense. À proscrire. C'est pour ça qu'on essaye toujours, dans la mesure du possible, de mettre l'isolant extérieur, ou alors de mettre par vapeur. Donc le risque de condensation à l'interface isolant mur est d'autant plus grand que le climat intérieur est chaud et humide, donc dans une salle de bain par exemple. La résistance de diffusion de vapeur d'un mur extérieur par rapport à l'isolant est élevée. Donc évidemment, plus le béton est lourd, plus l'élément sera massique, plus la vapeur aura de difficultés à passer, donc sera retenue dans l'élément. Et la résistance à la diffusion de vapeur de la finition intérieure et de celle de la couche isolante sont faibles. Donc évidemment, si vous prenez une laine minérale, ben, ça va être une éponge. Dès le moment où vous allez avoir une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur importante, bien vous allez avoir un isolant si en son sein règne un taux de vapeur important permanent, on va avoir un isolant qui va se gorger d'eau, qui n'aura plus la possibilité d'évacuer cette humidité. Donc la pose d'un pare-vapeur et de ah oui, si évidemment vous mettez un pare-vapeur, ce qui dans tous ces cas-là sera plus que conseillé, voire obligatoire, le gros problème, c'est que la plupart des entrepreneurs qui font ce genre de choses sont peu regardants ce genre de travail. Donc vous avez intérêt à être très soigneux ou à vérifier que l'entrepreneur qui va mettre ça en œuvre, si ce n'est pas vous, à ce qu'il soit très soigneux pour faire pour qu'il n'y ait pas que vous ayez par exemple dans le cas de superposition de votre pare-vapeur, d'avoir cette superposition qui soit bien collée de manière uniforme et qu'on ait un chevauchement suffisamment important que pour ne pas avoir un passage d'air à travers le pare-vapeur. Alors, ici, on nous présente ce qui se passe quand on met un pare-vapeur et qui est bien placé. La présence d'un pare-vapeur du côté intérieur de l'isolation, donc ici, ok, ici, vous avez votre pare-vapeur, va faire que vous avez, comme il a un UD excessivement élevé, ben, vous allez avoir une pression de vapeur qui va chuter de manière rigoureuse et de manière vertigineuse dès le moment où vous allez attaquer votre isolant. Ce qui veut dire que votre isolant, à ce moment-là, ne sera jamais chargé en humidité. L'utilisation d'un isolant peu ou pas perméable à la vapeur, XPS, EPS, PUR. Donc le XPS, c'est le polystyrène expansé. Vous voyez, c'est les plaques d'un isolant assez léger avec des petites billes blanches en général. Le, le, Excusez-moi, le EPS. EPS, c'est l'expansé. L'XPS, c'est l'extrudé. Donc, c'est les plaques rigides ou semi-rigides que vous rencontrez en général de couleur mauve ou verte que vous savez avoir. Elles intègrent, si elles sont mises correctement, si elles sont collées correctement avec des colles étanches, elles peuvent servir de pare-vapeur. Attention, pour autant que l'air intérieur ne puisse circuler entre l'isolant et la maçonnerie. Donc ce qui veut dire que vous ne pouvez pas avoir votre isolant qui est mis de manière telle que vous allez avoir un passage d'air entre les deux. C'est à cet endroit-là que vous aurez évidemment un risque de point de condensation et un risque de pourrissement de nouveau de votre paroi. Donc cette paroi doit être parfaitement collée et étanche à l'air. Alors, autre paroi à risque, donc si c'est pas le vertical, c'est l'horizontal, ce sont les toitures plates. Alors les toitures plates, on peut en avoir de différents types. Le premier type présenté ici, c'est quoi? C'est une structure portante, donc une dalle de béton, hein, des ourdis ou que sais-je, puis un système de pare-vapeur, quel qu'il soit, puis
un isolant, puis une membrane d'étanchéité, donc votre PDM, votre roofing ou les nouvelles solutions que l'on verra juste après en produits plastiques recyclés, enfin en système recyclé et étanche. Et alors vous terminerez par un système de lestage qui vous permet d'avoir votre membrane d'étanchéité qui ne risque pas de s'envoler en cas de tempête. C'est facultatif. Alors, le premier cas qu'on voit ici est le cas idéal. C'est ce qu'on appelle le cas de la toiture chaude. Pourquoi? Parce que l'isolant étant au-dessus, ça veut dire que c'est la partie massive qui va et qui sera du côté intérieur. Celle-là même qui amènera donc une inertie importante à votre bâtiment, ce qui sera plutôt bénéfique à votre bâtiment en été, et qui en plus n'aura pas de problème de passage d'humidité. Alors, la deuxième solution, c'est quoi? C'est euh, donc toujours le support, mais de mettre la membrane d'étanchéité en dessous. Puis l'isolant, puis une natte de protection. Donc une natte de protection, c'est ce qui empêche votre isolant d'être abîmé si vous marchez dessus. Et puis un lestage, de nouveau facultatif. Donc le principe de la toiture chaude que vous avez ici, si on a une trop grande quantité d'humidité qui serait contenue dans l'isolant, on ne peut pas endommager la structure. Donc si même notre isolant, parce que notre membrane d'étanchéité n'a pas fonctionné à 100%, malgré tout, puisque on a notre pare-vapeur, eh bien, on aura une structure portante qui restera protégée. Donc, quoi qu'il arrive, on a donc un joker qui sera notre isolant. Et évidemment, dans tous les cas, vous avez toujours intérêt à avoir un isolant qui soit protégé, on est bien d'accord. Hein. Bon. Alors, le principe de la toiture inversée que vous avez ici, qu'on vient de voir, lui par contre, ce sera moins efficace car l'isolant est mouillé par la pluie, parce que vous allez avoir un isolant qui ne sera pas protégé, puisqu'il y a juste vous avez juste une nappe de protection qui est une nappe de protection mécanique. Euh, on ne peut pas utiliser n'importe quel type d'isolant pour faire ça, évidemment. Il faudra utiliser un isolant qui supporte très bien le fait d'être humide. Alors qu'ici, vous mettez n'importe quel type d'isolant, une laine compressée, une laine minérale compressée ou une fibre, ça marchera toujours très bien. Alors, le principe de la toiture froide que l'on rencontre ici est toutes ces petites sœurs, hein, toiture froide, isolation par l'intérieur, isolation par les faux plafonds. En Belgique, c'est plus que déconseillé d'utiliser ce type de solution. Et je dirais même pas déconseillé, je vais même vous dire, ne le faites jamais. Dans tous les cas, essayez d'isoler toujours par l'extérieur, tant vos parois verticales que vos parois horizontales. En effet, en Belgique, c'est déconseillé car ce type de toit a souvent mené par le passé à des dégâts au bâtiment dus à la condensation sur le support ou dans l'isolant. En effet, si ici votre système c'est un air un vide ventilé, il ne sera jamais suffisamment ventilé que pour évacuer éventuellement tous les problèmes d'humidité que l'on pourrait rencontrer avec le fait que, vu que vous êtes directement en contact avec l'extérieur, vous aurez une température en hiver suffisamment faible que pour condenser ici au niveau de votre élément. Votre isolant étant en plus la plupart du temps pas étanche, il va se gorger. Par expérience, c'est une solution qui sera souvent, très souvent délétère. Mais on la rencontre de nouveau assez fréquemment dans le cadre des rénovations et de nouveau des rénovations souvent bâclées. Alors, la condensation que l'on rencontre peut entraîner l'altération de l'isolant, la suppression de son efficacité, parce qu'évidemment un isolant humide ou mouillé ne sera plus efficace d'un point de vue thermique.
La pourriture du plancher, hein, le plancher que l'on a au-dessus risque, hein, vous allez avoir un plancher qui va pourrir et qui va être, qui va être en mauvais état. Et vous allez avoir un ramollissement des matériaux agglomérés, des moisissures qui apparaissent. Enfin bon, en gros, c'est la brésil. Pour ce type d'éléments, c'est pareil. Vous n'avez même, c'est encore pire à la limite parce que vous n'avez pas d'éléments ventilés. Ici, vous avez une ventilation de nouveau, mais qui est souvent beaucoup trop faible. Alors, dans le cadre des toitures compactes, une solution qui peut être plutôt pérenne, c'est ici compact, ça veut dire quoi? Ça veut dire un système de toiture en bois, par exemple. Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir votre membrane d'étanchéité et votre pare-vapeur en dessous. La finition du plafond étant en dessous de votre pare-vapeur. Ça vous permettra comme ça d'être, si le pare-vapeur, je dis bien si, c'est ça, c'est primordial, si votre pare-vapeur de nouveau est mis dans les règles de l'art et ne laisse passer aucune forme de vapeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce type de structure? Ben, le risque, c'est la condensation dans le support ou dans l'isolant. Le risque, c'est la condensation ici ou ici. Du fait que la membrane extérieure est étanche et que la vapeur d'eau ne peut pas sortir du complexe. Donc, ce qui veut dire que si vous avez de la vapeur qui passe, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être emmagasinée, je vais dire, dans cet isolant qui sera la plupart du temps une éponge. La solution, c'est le frais à vapeur dit intelligent. Donc là, le frais à vapeur intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? En fonction des conditions été-hiver, eh bien, il va s'ouvrir ou se fermer, laisser passer la vapeur dans un sens ou dans l'autre, en fonction des besoins. Donc, sa résistance à la diffusion de vapeur varie en fonction du taux d'humidité de part et d'autre de la membrane. Il est plus fermé en hiver, limitation de l'humidification, et en été, il est plus souvent ouvert. Là, on maximalise le séchage. Attention, chaque cas doit être étudié séparément, et si possible avec une simulation dynamique tenant compte de l'ensoleillement, du frais à vapeur, de l'humidité de construction. Donc autrement on dit, le fameux programme USI qu'on a vu tout à l'heure. WUFI, pardon, pas USI, WUFI. Donc, ici, on va prendre un exemple d'un cas pratique, justement, de solution compacte. Donc, construction intérieure, s'il y a un mâche-pelle, donc c'est une paroi d'étanchéité excusez-moi, intelligente. Donc, c'est un frais à vapeur. C'est 240 mm d'isolant douate de cellulose, donc il aura l'avantage de pouvoir accepter d'être humide à certains moments et sécher à d'autres. 18 mm de panneau USB, donc là on a une partie de freinage de vapeur. Et notre étanchéité en dernier qui sera un Sarnafil. Donc le Sarnafil c'est une paroi en plastique recyclable. Donc on vous décrit tout le complexe ici avec le produit Woofy, donc le programme de calcul, le calcul complexe de passage de la vapeur. Et on constate quoi? Au niveau du panneau d'ESB, puisque ce sera le point faible de notre complexe, qui sera là, le panneau de finition, qu'est-ce qu'il va avoir? On constate que sur 6 années, 2, 3, 4, 5, 6, la simulation nous amène quoi? Un assèchement potentiel et une descente et une montée qui ne descend, qui ne monte jamais au-delà de 20%. Ce qui veut dire qu'on a, à des valeurs pareilles, on n'a aucun risque de moisissure et aucun risque de développement de maladie. Voilà. Donc, ici se termine cette petite présentation sur les problèmes de vapeur d'eau dans le cadre des bâtiments en matière de PEB. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude.
Prochaine vidéo, j'introduirai de nouveau par les questions qui me sont posées par mail. Et puis, je vous parlerai de chauffage, d'eau chaude sanitaire et puis d'énergie renouvelable. Passez une bonne journée et à très bientôt.